Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il sera question d'aventure humaine en compagnie de notre invité de la rédaction, Jean-Hugues Goris. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes de retour chez vous à Cibray dans la commune de Vaux-sur-Sûre parce que depuis ces 13 derniers mois, vous êtes un peu parti à l'étranger, à Varna exactement, à l'est de la Bulgarie, non loin de la mer Noire, c'était même en bordure de la mer Noire. Le tout dans le cadre d'un service volontaire européen en collaboration avec le Miroir Vagabond de Bourdon, qui est l'antenne luxembourgeoise en fait de Dynamo International, une ONG axée sur le travail social de rue. Votre mission à Varna, vous êtes intégré en tant qu'éducateur dans un centre qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de trafic, SOS Famille en risque. Expliquez-nous un peu votre travail sur place. Donc voilà, je suis arrivé en Bulgarie comme volontaire européen. Mon projet était basé dans ce centre de crise qui s'occupait de femmes et d'enfants victimes de violences et de trafic. Premier contact, je suppose, assez compliqué pour vous. Oui, la barrière de la langue, et puis ces personnes qui se demandent d'où je viens, qu'est-ce que je fais là. On voit d'ailleurs quelques photos que vous avez pu prendre sur place. Et ces enfants, ces petits visages souriants, maintenant derrière ça, il y a quand même pas mal de détresse. Oui, quand je suis arrivé, il était difficile de rentrer en contact avec eux. Ils avaient vu des images assez difficiles dans le passé, surtout vis-à-vis de la gente masculine. Donc il était difficile pour moi d'aller près d'eux, de faire des activités. Donc j'ai dû trouver un moyen de rentrer en communication avec eux. Et très vite, je suppose que vous percevez un peu cette importance de relations humaines. Oui. J'ai fait toutes sortes activités sportives, artistiques. Ils adoraient partir en forêt avec moi, faire des randonnées, faire du camping. Ça leur permettait de se recréer, de souffler un peu et de sortir de ce milieu de détresse dans lequel ils étaient dans le centre. Dans ce centre, ils y passaient environ 3, 4 mois? Parfois même 1 an. Il m'est même arrivé de travailler avec des jeunes qui ne pouvaient pas du tout sortir. Donc pendant 4 mois, ils étaient enfermés dans le centre. Donc c'est là où est l'importance que j'arrive et fasse toutes sortes d'activités parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils avaient besoin de stimulation, d'activités sportives pour leur bien-être. Et de votre côté, il a fallu aussi découvrir finalement une nouvelle région, pas la même langue, vous l'avez dit, c'est du cyrillique d'ailleurs en Bulgarie. Oui. Vous avez perdu un peu tous vos repères dans l'espace là de quelques jours. Voilà, oui. Et puis au final, on s'y fait très vite. J'ai eu quelques cours de bulgare, mais j'ai appris très facilement, le plus facilement, le plus rapidement avec les enfants directement. Le fait de répéter tout le temps la même chose, en jouant avec eux, ils m'apprenaient les numéros, voilà. Alors, la Bulgarie est entrée dans l'Union européenne en 2007. Maintenant, le PIB, il n'est pas très élevé, hein, c'est un des plus faibles des pays européens. Oui. Vous l'avez remarqué, ça, sur place, un peu la pauvreté? Les personnes avec qui je travaillais étaient payées 75 cents, donc en euros, 75 cents de l'heure. Et il était difficile pour moi d'imaginer une telle situation. Et on vit avec peu de choses finalement. Voilà, ils vivent avec peu de choses et ils sont très courageux. Voilà. Pour moi, parfois, il était difficile de gérer mon argent en Bulgarie. J'avais un peu d'argent de poche envoyé par le service. Et des fois, il m'arrivait de me plaindre un peu que je n'ai pas assez pour subvenir à mes besoins. Et puis, j'ai réalisé que toutes ces familles qui vivent avec 150 € par mois se débrouillent et voilà. Oui, vous êtes jeune, hein, 18 ans quand vous êtes parti là-bas, ou peut-être 19, mais oui, 18 ans. Et tout jeune adulte, donc c'est, je suppose, très compliqué non, du jour au lendemain, se passer finalement du confort qu'on pouvait avoir en Europe, en Belgique particulièrement, et de vivre avec pas grand-chose. Ça m'a permis de réaliser le confort et la chance que j'ai de vivre ici, d'être né ici, d'avoir une bonne éducation, d'avoir eu un lit où je peux dormir, où je n'ai pas froid. Je n'y ai jamais pensé avant et c'est avec le voyage qu'on réalise tout ça. Voilà. Alors il y a eu un moment clé pour vous, vous décidez en compagnie de 2 autres volontaires de rendre visite à un centre de réfugiés installé à la frontière bulgare et turque.
C'est un moment clé, ça, de votre périple? Oui, c'est un moment qui m'a beaucoup touché, car voilà, j'ai vu la situation dans laquelle ils vivaient via les médias et les journaux bulgares. Et donc voilà, j'en ai parlé avec d'autres amis volontaires et nous sommes partis ensemble en direction de ce centre où directement nous avons été accueillis par un monsieur venant de Syrie qui nous a invités à venir prendre le petit déjeuner dans son conteneur. Donc il vivait, la plupart des personnes vivaient dans des conteneurs. Et on a été très touchés par son hospitalité. Son accueil. Son accueil, malgré la souffrance dans laquelle il vit. Voilà. C'est des récits, je suppose, bouleversants. La Syrie est en plein conflit. On voit d'ailleurs, on a vu des photos tout à l'heure. Maintenant, on voit des vidéos que vous avez prises sur place. Oui, voilà. C'est ici justement à l'accueil chaleureux par des Syriens. Un pays qui est en guerre. Et là, c'est des récits plutôt bouleversants pour vous? Voilà, oui. J'ai été invité à prendre le thé avec une famille syrienne qui m'ont raconté leur histoire qui démarre de la Syrie, passe par la Turquie, et puis de là, ils essayent de trouver un guide pour passer la frontière, et tout ça avec les enfants, la valise. Voilà. Donc la Bulgarie, elle la porte la moins chère pour rentrer en Europe. Mais ils ont très vite été déçus, ils ont très vite été enfermés dans ce centre dans lequel ils vivent dans un milieu assez précaire. Amnesty International est même intervenu, s'inquiétant pour leur situation. Et donc voilà, j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. C'est autre chose de le voir par la télévision. On est plus vite directement touché. Voilà. Et puis de retour en Bulgarie, au mois de juin de cette année, le pays est en proie à de terribles inondations qui font d'ailleurs plusieurs victimes dans le pays. Ouais. Je n'ai jamais connu de telles situations, de telles pluies diluviennes et puis ces inondations. Voilà, il y a eu de fortes coulées de boue qui ont emporté tout un quartier. Donc on peut voir là les images. Les voitures étaient une sur l'autre, les maisons, les jardins étaient détruits. Et voilà, et moi j'ai eu la chance, je vivais dans les collines, je n'ai pas été touché par cette catastrophe. Et donc voilà, dès le lendemain, je suis parti avec une pelle à la main, voir si je pouvais aller aider. Et voilà, j'étais un peu choqué de voir tous ces gens qui demandaient de l'aide, tout était détruit dans ce quartier. Et voilà, on m'a donné une pelle, on m'a dit vas-y creuse et je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Je pouvais très bien tomber sur un corps d'un enfant, on venait d'en retrouver un juste à côté et c'était impressionnant pour moi. Donc voilà. Bouleversant quand même, non, de vivre ça loin de chez soi finalement. Et puis par après, s'ensuit une belle histoire. J'ai fait la rencontre d'une personne âgée qui m'a présenté son petit-fils avec qui j'ai passé plus de temps par après, invité à prendre un repas ensemble. Donc voilà, et au final, on s'est mobilisé, plusieurs volontaires, plusieurs jeunes bulgares, et on a aidé à restaurer son jardin. Les dégâts, on parle d'une dizaine de morts, une quinzaine. Même une quinzaine, oui, et les dégâts considérables, ils n'avaient déjà finalement pas grand-chose pour certains, c'est et là ils se retrouvent avec plus rien. Voilà, avec plus rien. Et le problème de la Bulgarie, c'est il y a, je peux le dire, un laisser-aller un laisser-aller général dans le pays. Et donc voilà, ces personnes se retrouvent sans rien et elles ne savaient pas si jamais elles allaient recevoir de l'aide, une aide financière ou un logement même. Certaines personnes n'avaient plus de logement. Et voilà. Un pays, vous m'avez dit avant qu'on fasse cette interview, un pays aussi avec de la corruption. Oui, ça, vous l'avez fort ressenti. Elle est flagrante, c'est ça qui moi, me mettait en colère quand j'écoutais toutes ces personnes qui travaillent de leur mieux et ne sont pas récompensés finalement. Voilà, c'est ça. Et, beaucoup d'injustice. Et puis il y a des moments un peu plus chouettes, un peu plus sympas. Oui, c'est clair. Vous avez pris votre valise et visité quelques pays avoisinants. Voilà. La Grèce tout d'abord, un petit voyage sympa avec le mont Olympe. On voit ces images justement, vous faites vos voyages en autostop. C'est le moyen le plus simple finalement. Le moyen le plus social de voyager pour moi. Donc,
Et c'est aussi une façon de rencontrer les gens? Les locaux, oui, directement, je peux avoir des gens qui pouvaient me guider, parfois m'inviter chez eux. Et là, on voit justement le mont Olympe, le sommet. On atteint plus ou moins un peu moins des 3000 mètres. Voilà, oui. L'occasion aussi d'écrire, on vous voit écrire, ça c'est important. Vous Écrire êtes mes toujours, aventures, oui. Et pourquoi en fait? Pour le plaisir de le partager par après. Et puis aussi le plaisir personnel de pouvoir les relire dans le futur. On vous voit un peu à la manière du trail, c'est familial. Hein, votre Oui. frère Oui. a bouclé l'épreuve réputée comme l'une des plus dures du monde, la Diagonale des Fous à La Réunion, 163 km de trail, 10 000 mètres de dénivelé. Oui. Et là, vous êtes un peu dans son sillage? J'ai réalisé mon premier trail en Bulgarie, donc le Vitosha Trail. Donc j'ai fait mon premier dossard, donc c'était un moment très important pour moi. Et voilà, j'espère aussi par après continuer. Alors il y a eu ce mont Olympe et chaque fois que vous alliez dans un pays, il y a eu la Grèce, il y a eu d'autres pays quand vous avez fait votre retour. Chaque fois, Oui. tu tenté d'escalader le Voilà, sommet. mon plaisir était, je suis un fan de montagne et mon plaisir était de chaque fois faire le sommet du pays dans lequel je me trouve. Donc voilà, j'ai fait le mont Olympe, j'ai fait le Bopotov Kuk au Monténégro, le sommet en Slovénie. Et donc voilà, à Chamonix, je ne me suis pas tenté sur le Mont Pas Blanc. le Mont Blanc. Non, pas encore. Il y a eu l'Italie ensuite. Et Oui, là, on va l'Italie. voir dans les images qui viennent à l'instant, c'est vraiment des rencontres chaque fois et Voilà, l'occasion de rencontrer la population locale et de partager, on va le voir sur ces images, à la fin de ces images, partager aussi le repas. Voilà, Chaque fois, un bon oui. accueil en fait. À chaque fois, et c'est ce qui m'a touché le plus, et c'est ça que je vais retenir de mon voyage. C'est vraiment les rencontres, l'hospitalité et le fait que le monde n'est pas si mauvais, n'est pas si dangereux On peut le penser via les médias peut-être. Voilà, oui, quand je parle avec les gens, souvent je suis assez vite déçu. Ils ont souvent une étroite idée du monde via tout ce qu'ils voient à travers les grands médias. Et là, je suis fier de pouvoir montrer que la plupart des gens que j'ai rencontrés, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient honnêtes et sympas. Ils étaient avis d'écouter peut-être votre récit, votre aventure. Voilà, oui, voilà, et moi aussi, j'étais là pour écouter leur histoire. J'étais touché personnellement par des histoires des personnes qui ne me connaissaient pas à la base et puis qui me racontaient une partie de leur vie. Un monsieur qui me prend en Bulgarie et puis qui me dit « on va s'arrêter, je vais te montrer le lac dans lequel j'allais pêcher quand j'étais petit ». Voilà, si j'avais pris le train, est-ce que j'aurais vécu des histoires pareilles, des rencontres pareilles? Je ne pense pas. Et puis un retour évidemment au centre à Varna avant de terminer votre mission au mois d'août de cette année. Là, vous décidez pour votre retour, pas le faire tout de suite, on va faire aussi de l'autostop et remonter de la Bulgarie en Belgique en faisant plusieurs étapes. Donc voilà, donc durant mes projets, donc avant de partir en Bulgarie, j'ai réalisé d'autres projets de volontariat. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes sortes de personnes, je me suis fait des amis. Donc j'avais quelques amis un peu partout en Europe. Et alors j'ai vite tracé une ligne et je suis parti à la rencontre de... J'ai même des amis que je n'avais plus vus depuis 6 ans, avec qui j'ai passé une soirée, parfois 2-3 jours. Donc voilà. On va peut-être voir des images encore. C'est des images que vous avez tournées lors de votre retour. Il y a eu, là ici, c'est en Grèce encore, hein, ces images-là. Mais après, maintenant, là, on est de retour en Albanie. En Albanie. Et puis, il y a aussi ce côté de... c'est une aventure solitaire, donc il faut compter sur soi-même dans ces moments-là. Voilà, mais la plupart du temps, j'étais quand même accompagné de personnes, même si je ne les connaissais pas. Et il était rare que je finisse seul. Donc même si je suis parti seul avec mon sac à dos, j'ai fini avec beaucoup de rencontres. On a eu un bon moment de détente, c'était en Monténégro ça Voilà, j'ai fait la plus longue tyrolienne d'Europe. Et c'est un des plus grands canyons au monde. Voilà, après celui de Floride. Voilà. Et là, ce sont des images assez belles quand même. Hein. L'Europe, Voilà, il faut le dire. En Bosnie. C'est un paysage varié et avec quelques merveilles comme vous avez pu filmer là. Dernière étape, on va aussi montrer ces images. C'était en France, vous êtes passé par les Alpes. Voilà, c'était un passage obligé pour moi parce que j'aime vraiment amoureux de la cette montagne. région-là. Voilà. Et Chamonix, là, aux images, le côté chaque fois d'installer sa tente.
Les moments sont pas un peu longs, comme ça, quand on se retrouve seul, finalement, dans sa tente, lecture. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Je regarde mes photos, j'écris. Si jamais j'arrive à capter du Wi-Fi, je partage avec mes amis ouais, sur Facebook, par exemple. Ou, mais en fait, il était rare que je me retrouve tout seul au final. Et c'est ça la magie de partir à l'aventure, à l'inconnu. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et, euh, et voilà, C'est plein de rencontres. Et on a vu la dernière rencontre, c'est évidemment les retrouvailles. les retrouvailles à la Je suppose que maison. tout le monde était content, hein, non? Oui, oui. Et c'était un moment intense. S'il fallait qualifier, on va terminer là-dessus. C'est 13 mois, les qualifier par un terme, par peut-être un moment clé. Euh, Le mot rencontre, peut-être, c'est oui, parce important. qu'il est revenu plusieurs fois, mais oui, c'est inconnu, rencontre et découverte. Ouais. Et voilà, merci beaucoup Jean-Hugues Goris d'être passé nous voir. Merci. Et merci aussi à la réalisation, Julie, Denis et Corentin Plateau qui étaient à la réalisation. Merci à eux. Et passez d'ici là, passez une très bonne soirée. À bientôt.